introduction. Merci beaucoup également pour me permettre de vous présenter WeLink aujourd'hui. Merci également de me permettre de faire cette présentation à distance. J'ai été convoqué pour le kick-off d'un consortium européen qui s'appelle le Quantum Internet Alliance. Et je suis actuellement à Delft, mais c'est un peu compliqué pour moi de m'enregistrer aujourd'hui, même si j'aurais été ravi de partager ce moment avec vous en physique. Donc, je m'appelle Tom Darras, je suis président directeur général d'une nouvelle startup qui s'appelle WeLink, qui a été créée en janvier 2022. Si vous devez retenir en une phrase ce que WeLink a l'ambition de faire, c'est que WeLink veut rendre possible le calcul quantique en branchant entre eux des ordinateurs. Donc ici, dans le cadre d'un contexte un peu plus scientifique et technique, j'ai appelé cette présentation Quantum Interconnects to Scale-up Quantum Technologies. Mais l'idée est la même, c'est en fait on utilise ici des mémoires quantiques qui ont un type d'interconnect spécifique pour brancher entre eux et scaler ce calcul ou les communications quantiques. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Si jamais Tony a un problème de son, vous pouvez m'envoyer un message, je corrigerai. Tout d'abord, commençons par voir là où WeLink se positionne aujourd'hui. Donc, WeLink aujourd'hui, on se positionne dans un futur assez proche où des processeurs quantiques, des ordinateurs quantiques de taille intermédiaire, avec quelques centaines, peut-être quelques milliers de qubits, vont être déployés typiquement d'ici 2-3 ans. Et à ce stade, si on veut vraiment permettre au calcul quantique de délivrer l'ensemble de ces promesses pour des enjeux industriels majeurs, ce qu'il faut, c'est d'une part brancher entre eux, que ce soit à courte ou longue distance, les ordinateurs quantiques pour augmenter drastiquement leur capacité de calcul. Et également, une fois qu'on a créé ces clusters de calcul quantique, ce qu'on veut faire, c'est fournir aux utilisateurs du calcul quantique un accès à cet ordinateur quantique. Et si on peut le faire via des communications directes quantiques, c'est encore beaucoup mieux. Et dans tout ça, une startup française a l'ambition de devenir le leader mondial de l'interconnexion de processeurs quantiques. Alors, avant de rentrer dans le gras de la techno, j'aimerais commencer par vous présenter l'équipe fondatrice de WeLink. 4 associés fondateurs qui ont décidé de joindre leurs forces cette année pour créer WeLink. Donc, tout d'abord, moi-même, qui suis CEO cofondateur de WeLink. Donc, je suis diplômé ingénieur ESPCI, je suis en tête de doctorat, comme il l'a indiqué, au laboratoire Kessler-Brossel. Et puis, à la suite de quoi, j'ai travaillé dans le domaine du calcul quantique. Et j'ai quitté ce rôle pour me consacrer totalement à la création et au développement de WeLink. Je suis accompagné dans ce projet de 2 conseillers scientifiques, un conseiller sur la partie hardware, notamment les mémoires quantiques, dont je vous parle aujourd'hui, qui est Julien Leroy, qui est professeur de classe exceptionnelle à Sorbonne Université, au laboratoire Kessler-Brossel, et qui est notamment coordinateur du plan quantique national sur les mémoires quantiques. Et puis pour la partie software application, on a Hélénie Diamantier, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire d'informatique de Sorbonne Université, et qui est une experte mondiale dans les protocoles de communication et de calcul. Et puis, pour compléter ça, on a comme conseiller sur la partie développement commercial Jean Lothier-Gaud. Jean Lothier est actuellement responsable du développement commercial chez XBlue Quantum Sensor, anciennement Nuance, et lui conseille WeLink en tant qu'expert en ingénierie et commercialisation de systèmes quantiques. En plus de ça, WeLink assemble une équipe de 15 physiciens et d'ingénieurs pour la fin de l'année 2023. On a déjà effectué nos premiers recrutements avec notre premier ingénieur qui a démarré là en septembre, 3 autres personnes qui nous rejoignent en janvier. Et donc, bien évidemment, si des ingénieurs et des physiciens qui sont intéressés pour rejoindre ce projet ambitieux, n'hésitez pas également à me les mettre en contact. Alors, cette équipe de choc, pourquoi elle a décidé de s'en rassembler, c'est pour répondre aux problèmes majeurs du calcul quantique. Et je pense que beaucoup de personnes vont en parler aujourd'hui, c'est la limitation des processeurs quantiques en nombre de qubits. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais être la seule personne à nous le dire aujourd'hui, si on veut atteindre des avantages calculatoires pour des enjeux industriels, il y a 2 choses à faire. C'est d'une part augmenter la qualité des qubits, mais également, même avec des qubits de bonne qualité, il faut atteindre un très grand nombre de qubits physiques. Suivant les applications, ça peut aller jusqu'à des millions, voire des milliards de qubits physiques. Or, aujourd'hui, les plus gros processeurs qui sont développés de nos jours comportent au mieux quelques centaines de qubits. Et si on regarde les feuilles de route des fournisseurs de calcul quantique, on voit que d'ici 2-3 ans, il va y avoir un blocage technologique qui nous empêchera d'aller au-delà de 1000 qubits, peu importe la plateforme physique qu'on considère. Heureusement, il y a une stratégie pour résoudre ce problème, c'est que plutôt que d'essayer de mettre beaucoup de qubits dans ces processeurs, ce qu'on peut faire, c'est prendre plusieurs processeurs de taille intermédiaire qui sont disponibles sur le marché, même qui sont déjà disponibles sur le marché, et on peut les brancher
pour atteindre de manière effective le nombre de qubits attendu. Si on arrive à faire ça de manière quantique, c'est-à-dire à créer de l'intrication entre ces processeurs, alors c'est strictement équivalent à si on avait un seul ordinateur avec beaucoup plus de qubits disponibles pour le calcul. Mais bien évidemment, brancher entre des ordinateurs quantiques, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Et c'est là où WeLink intervient. En fait, WeLink a développé la meilleure solution au monde pour brancher des ordinateurs. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail comment ça marche, si on veut brancher deux processeurs, ça peut indiquer ici, et ça marche peu importe la plateforme hardware que vous utilisez, donc des qubits basés sur des photons, des atomes, des ions, des qubits de silicium ou des qubits supra. Ce que vous devez faire, c'est aller utiliser des liens optiques. Ce que vous allez faire, c'est que chacun de ces processeurs quantiques va émettre un photon, un qubit de lumière, dont l'état est corrélé avec l'état du calcul porté, lui, par ce processeur. Chacun de ces qubits sont eux-mêmes intriqués avec les processeurs. Et si vous voulez créer de l'intrication entre les deux processeurs physiques, vous devez réaliser un protocole dit de téléportation quantique. Et pour faire ça, vous devez faire se rencontrer, faire interférer ces deux photons à un instant très précis, un endroit très précis. Et puis en réalisant une détection photonique, vous créez l'intrication. Il y a un problème là-dedans, c'est que la génération de photons par des processeurs quantiques, elle est probabilistique. Ces photons sont émis à des instants totalement aléatoires. Et quand on essaie de les faire interférer, en fait, ils ne se voient jamais. On ne peut pas créer efficacement une solution. Notre succès est tellement faible qu'on ne peut pas obtenir des avantages calculables. La solution qui est proposée par WeLink, c'est de venir interfacer dans ce réseau, un réseau optique fibré, un hardware très spécifique qui est des mémoires quantiques. Et ces mémoires quantiques, ce qu'elles permettent de faire, on va le voir, c'est de stocker l'information quantique de la lumière, de la retarder. Ça permet, une fois que tous ces photons sont stockés, de les relire tous en même temps, de synchroniser ces photons. Et une fois que ces photons sont synchronisés, alors on peut augmenter drastiquement le taux de succès avec lequel on va créer l'intrication du processeur. Et en fait, si on regarde en détail, le taux de succès va augmenter exponentiellement avec les performances des mémoires quantiques. Donc non seulement il faut avoir des mémoires quantiques pour réaliser cela, mais il faut qu'en plus des mémoires en performance extrêmement intelligentes si on veut pouvoir obtenir un avantage calculaire. Donc comme vous le voyez, les mémoires quantiques sont vraiment un hardware essentiel au développement du calcul quantique ici que je présente, mais aussi des communications quantiques, puisqu'elles sont une brique de base technologique, des répéteurs qui permettent d'augmenter la distance des liens quantiques entre des utilisateurs. Du hardware de mémoire quantique, maintenant, je pose sans doute la question, ok, ça ressemble à quoi vraiment une mémoire quantique? Donc, avant d'aller dans ce à quoi ça ressemble à une mémoire quantique, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est une mémoire quantique. Une mémoire quantique, c'est une boîte noire, que je vais représenter ici en gris, qui vient prendre en entrée un qubit de lumière émis par typiquement un processeur quantique. Ce qu'elle va faire, cette mémoire, c'est qu'elle va donner en sortie le même qubit de lumière, le même photon, avec les mêmes propriétés physiques, les mêmes propriétés spatio-temporelles, et aussi les mêmes propriétés quantiques. Les propriétés quantiques. Et quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ce retard va être ajustable par l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle une mémoire quantique à la demande. C'est donc quelque chose qui est très important pour les enjeux de synchronisation, d'être capable d'ajuster ce retard par l'utilisateur. Donc voilà la définition de cette mémoire quantique, c'est vraiment un buffer qui vient retarder des photons et les synchroniser entre eux. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est comment ça marche. C'est la lumière, on peut très difficilement la ralentir, voire même l'arrêter. Donc, pour créer une mémoire quantique, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre un qubit photonique et par un processus, on vient convertir cet état quantique qui est porté par les coefficients alpha et bêta en un état d'un système physique matériel. Ça peut être un atome, ça peut être un ion, ça peut être des cristaux, par exemple. Et ce milieu matériel va, lui, être capable de stocker cette information. Et donc, après un délai qui est ajustable par l'utilisateur, on vient reconvertir cet état quantique de l'état matériel en un qubit photonique. Et vous voyez ici que si on conserve bien les coefficients alpha et bêta, alors on recouvre le même qubit séparé. Et maintenant, tout l'enjeu technologique pour arriver à faire des mémoires quantiques performantes, c'est de choisir le meilleur milieu matériel pour faire ces mémoires quantiques. Et le choix technologique qui a été fait chez WeLink, qui est en fait fait au laboratoire spatial Bruxelles depuis maintenant plusieurs années, c'est d'utiliser comme milieu matériel un nuage d'atomes piégés et refroidis par terre. On peut prendre des atomes alcalins, typiquement des atomes de césium qui ont été démontrés au laboratoire. Chez WeLink, on utilisera des atomes de rubidium. Et en fait, si on veut comment ça marche, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas les pièges magnéto-optiques, en fait, ces atomes ils sont placés dans une enceinte à vide et ils vont être piégés par des faisceaux laser et des champs magnétiques qui viennent confiner ces atomes, les ralentir, en les ralentissant, les refroidir.
Et on peut obtenir ainsi des nuages atomiques avec des températures de quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro. C'est vraiment du refroidissement d'atomes par laser, et s'il n'y a pas de cryogénie qui est impliquée, les mémoires quantiques fonctionnent dans un environnement de température. Et donc, après, comme ces atomes sont très froids, comme ils sont dans un environnement qui est exempt de toute impureté, ça en fait le milieu de stockage idéal pour des mémoires quantiques. Et en particulier, un paramètre qui est extrêmement important si on veut avoir des mémoires quantiques performantes, c'est d'être capable de rendre ce milieu extrêmement absorbant. Donc, on a fait, pour cela, on a designé notre piège magnéto-optique qui est élongé en fait, dans la direction de propagation de ce qubit photonique à stocker, et qui fait 3 cm de long. Pour les gens qui travaillent dans les atomes froids, avoir un mode de 3 cm de long avec des millions d'atomes, c'est quand même un enjeu, un défi technologique. Donc voilà, ça a été beaucoup de travail au Valcap pour préparer ces nuages d'atomes froids. Et voilà à quoi ça ressemble. Ici, au laboratoire, vous avez votre chambre à vide, et ici, vous pouvez voir le nuage de 3 cm de l'eau qui vient fluorescer de la lumière. Donc ça, ce n'est pas suffisant pour faire une mémoire quantique, parce que ce système d'atomes froids, il va juste absorber vos photons au mieux, mais ce qu'on veut, cette mémoire, c'est qu'elle stocke les photons et qu'elle relise cette information après un délai. Donc pour créer cette mémoire quantique à partir du nuage d'atomes froids, on vient utiliser un protocole spécifique qui s'appelle la transparence électronique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est préparer cet ensemble atomique à une température basse dans un nuage très dense. Et maintenant, si on veut que ça fonctionne comme une mémoire qui est à la demande, on va utiliser, donc ici vous avez le qubit de lumière que vous voulez stocker dans votre milieu atomique, on va utiliser un faisceau de contrôle qui fonctionne comme un interrupteur qui va, en fait, ce faisceau de contrôle, ouvrir une fenêtre de transparence dans le milieu atomique, et ça va permettre de faire la conversion de l'information et la relecture. Donc, première étape, vous venez ouvrir cette fenêtre de transparence avec un faisceau de contrôle. Ça va vous permettre de convertir le qubit photonique envoyé par un processeur en un état du système atomique. Ensuite, vous ne faites rien, donc l'état quantique est stocké dans les atomes, et vous espérez que vous pouvez garder cette information le plus longtemps possible. Et après ce délai qui est ajustable par l'utilisateur, vous venez réinjecter ce faisceau de contrôle qui vient reconvertir l'information de l'état atomique en un qubit photonique. Vous voyez que vous avez obtenu ce qubit retardé par le temps, et donc une mémoire. Donc, en utilisant cette technique, l'agence en froid, on est capable de démontrer au laboratoire le record du monde de ce qu'on appelle l'efficacité de stockage et de relecture. C'est-à-dire que si je regarde ma mémoire quantique, je viens stocker un photon dans ma mémoire et le relire, et ben 9 fois sur 10, ça marche. En fait, l'état de l'art, jusqu'à quelques années, sur ce paramètre, c'était limité à quelques pourcents. Et le problème, c'est que si vous avez une efficacité de quelques pourcents, vous ne récupérez jamais l'information. Donc, vous ne pouvez pas créer de l'interprétation efficacement dans les process. Avec une efficacité de 90%, là, on a aujourd'hui des performances de mémoire quantique au laboratoire qui permettent de réaliser les premières preuves d'interconnexion du processeur en lien avec les fournisseurs de calcul quantique. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. C'est des travaux de recherche qui ont été initiés bien avant que je commence mes activités en physique quantique. Donc, les premières expériences de mémoire quantique à atomes froids dans les années 2000, qui ont via les efforts d'ingénierie qu'on a fait au LKB et la compréhension des limitations physiques de ces systèmes, qui nous a permis de passer en 2018 à une efficacité de 65 à en 2020 l'efficacité record du monde de 90% pour des mémoires à la demande. Donc maintenant, dans tout ça, l'objectif de WILLING, c'est compte tenu du fait que l'on sait qu'aujourd'hui nos mémoires quantiques ont des performances suffisantes pour réaliser les preuves de concept, et bien, il faut sortir cette technologie du laboratoire. L'objectif de WILLING, c'est vraiment de sortir d'ici 2 ans un premier produit de mémoire quantique à haute performance qui soit totalement intégré, transportable et déployable dans les infrastructures de calcul quantique, mais aussi de communication quantique. L'idée, c'est de conserver les performances qu'on a démontrées au laboratoire, d'effectuer une montée en TRL, typiquement TRL de 4, TRL de 6. Bien évidemment, l'intérêt également de tout ça, c'est que nous avons une des raisons également pour laquelle on a lancé les WILLING cette année, c'est qu'il y a aujourd'hui une maturité dans la technologie à atomes froids qui a été initiée par Nucans à l'époque, qui développe des gravimètres qui sont maintenant déployés au sommet de volcans en activité, qui sont maintenant repris par Pascal et Leroux. Ça nous donne toute la confiance en la capacité à développer un produit directement. En plus de ça, ce qui est important de noter, c'est que cette approche au standard industriel est liée au fait qu'on veut que ces produits soient déployés dans des infrastructures réelles, des centres de calcul, des infrastructures de télécommunication. Et WILLING, non seulement n'est pas une start-up qui vend juste des mémoires quantiques, l'idée c'est que WILLING vient réaliser tout le lien physique entre les processeurs
mais également assure le déploiement, l'opération, la maintenance de ces liens dans des conditions réelles. Et puis également, je ne vais pas écrire explicitement ici, mais en plus de ce lien physique, Willing développe des algorithmes de calcul quantique. On dit une approche multicœur du calcul quantique photonique, qui permet de faire tourner les algorithmes quantiques sur plusieurs machines branchées entre elles et de démontrer des avantages pour ces enjeux industriels. Voilà pour la présentation du projet Willing des mémoires quantiques. J'espère que vous avez tous pu bien entendre ce que je vous ai dit. Et si on a encore quelques temps pour les questions, je serai votre libre. Merci beaucoup.